Bonjour. Pour notre dernière 8e émission, nous allons aborder le volet diplomatique. Volet capital, car qu'on le veuille ou non, et même si le sionisme a connu des tendances culturelles, humanitaires, religieuses, socialistes et autres, foncièrement, le sionisme est un mouvement politique dont l'objectif est éminemment politique, la création d'un État, qui va s'appeler l'État d'Israël. Comme les Juifs sont dispersés, comme politiquement ils sont encore en train de s'organiser, il est clair que le sionisme et la réalisation du sionisme va bien sûr porter sur la responsabilité et l'engagement des militants du sionisme et ce qu'on va appeler les pionniers. Mais avec tout l'hommage et tout le respect qu'on leur doit, tous leurs efforts n'auraient pas pu être couronnés de succès s'il n'y avait pas une contrepartie diplomatique. Pour créer un État, il faut des alliés, il faut des alliances, il faut des États qui le soutiennent. Il était clair qu'on n'allait pas récupérer par la Palestine par la force. Herzl n'allait pas constituer une force militaire pour chasser les Ottomans de la Palestine. Et c'est la raison pour laquelle Herzl, à côté de son projet politique et de son action à l'intérieur de la diaspora et à l'intérieur des communautés juives, Herzl va développer un volet essentiel, capital, un volet diplomatique. Il faut trouver un appui parmi les États du monde et notamment les puissances. Et il va tout essayer, il va essayer de les voir tous, aussi bien le tsar russe, alors il verra le ministre de l'Intérieur Plevé qui a organisé et appuyé des pogroms, mais il va le voir quand même. Il va voir le pape Pie IX, mais qui va rejeter violemment la proposition. Il va voir l'empereur François-Joseph, là aussi c'est important, l'empereur Guillaume II en Palestine même, et puis des diplomates, des responsables britanniques, français. Alors, il a fait beaucoup de choses, Herzl, mais il n'a pas abouti à grand-chose, si ce n'est qu'à imprimer parmi ses successeurs l'idée que cet État juif ne verra le jour que si le mouvement sioniste trouve des alliés puissants dans le concert des nations. Et c'est à la faveur de la Première Guerre mondiale, car une guerre, eh bien entendu, elle prépare une après-guerre et une redistribution des cartes. C'est donc à la faveur de la Première Guerre mondiale que le sionisme va marquer un point capital. Et c'est Chaim Weizmann qui va être en quelque sorte, si je puis dire, le disciple d'Herzl. Il va prendre une décision très importante, déjà, pendant la guerre elle-même. Au départ, le mouvement sioniste est neutre, parce qu'il y a des sionistes russes et des sionistes allemands et des sionistes français et britanniques. Alors, le mouvement sioniste ne va pas décider de choisir un camp ou un autre. Eh bien, Weizmann va prendre les devants, va dire on ne va pas tenir compte des avis de ces militants sionistes et on va décider de soutenir la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que Chaim Weizmann pressent qu'à la fin de la guerre, ce sont les alliés qui vont l'emporter, donc la France, la Grande-Bretagne, et que quelque chose va changer au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que l'Empire ottoman, qui règne non seulement en Turquie, mais sur ce qu'on appelle les provinces arabes de l'Empire ottoman, et ça inclut tout le Moyen-Orient, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Mashrek, d'Israël d'aujourd'hui jusqu'à l'Arabie Saoudite et à l'Est jusqu'à l'Irak. Tout ça, à l'époque, ce ne sont que des provinces arabes de l'Empire ottoman, et comme ils se sont alliés à l'Allemagne, si l'Allemagne est vaincue, il est fort possible que l'Empire ottoman soit démantelé. Et ce qui va se passer dans les années de la guerre, eh bien, c'est que les Britanniques vont vouloir ouvrir un front militaire au Moyen-Orient et ils vont s'allier par l'intermédiaire de Laurence d'Arabie à des nationalistes arabes, le shérif Hussein, son fils Faisal. Une année plus tard, ça c'est en 1915, une année plus tard, en 1916, il va y avoir les fameux accords Sykes-Picot, c'est-à-dire que Français et Britanniques se réunissent autour de la table pour dire si nous sommes vainqueurs au Moyen-Orient, si nous gagnons la Première Guerre mondiale, comment va se dessiner ce nouveau Moyen-Orient ? Et là, Français et Britanniques s'entendent pour se partager le butin. Britanniques et Français s'entendent sur deux choses. D'abord, un nouvel ordre international fondé sur l'autodétermination surgira après la guerre. Et la deuxième élément, pour convaincre les Juifs américains de soutenir l'entrée en guerre de leurs propres enfants et du reste de la nation américaine, eh bien, ils préconisent une déclaration qu'on va appeler la déclaration Balfour. Et c'est le 2 novembre 1917 que le gouvernement britannique déclare, c'est Lloyd George qui est le Premier ministre, c'est Balfour qui est le ministre des Affaires étrangères, déclare que
à l'issue de la guerre, ils soutiendront, je cite littéralement, ils soutiendront avec bienveillance la création d'un foyer national juif en Palestine. Alors c'est une décision qui ne relève que du gouvernement britannique. Vient ensuite le congrès de Versailles. On n'a pas le temps de discuter à cause des affaires européennes du Moyen-Orient, du sort du Moyen-Orient. Et c'est donc en 1920, à la conférence de San Remo, en Italie, qu'on va discuter du sort de ces provinces arabes de l'Empire ottoman, maintenant que la Turquie va devenir indépendante, souveraine, mais amputée de tout ce qui se trouve au sud-ouest et au sud-est de la Turquie, le fameux Mashrek dont je parlais tout à l'heure. Et Britanniques et Français s'entendent non pas pour créer un royaume arabe unifié, mais d'instaurer un système de mandats. En fait, on va faire une chose capitale, c'est qu'on va prendre cette région très vaste, qui va du Liban jusqu'à l'Arabie Saoudite et jusqu'à Bagdad et Tel Aviv, et qui vient à peine d'être créée, et on va décider d'établir à l'intérieur de ce vaste ensemble des frontières. Et on va créer des entités séparées les unes des autres par des frontières internationales. On va créer une première entité qui s'appelle la Syrie-Liban, on va créer une deuxième entité qui s'appelle la Palestine, une troisième qu'on appelle la Mésopotamie, et qui va devenir l'Irak par la suite, et une quatrième qu'on appelle le Hedjaz, et qui va devenir par la suite l'Arabie Saoudite. Quant à la Palestine, comme le fait que la déclaration de San Remo stipule que les Britanniques sont en Palestine pour favoriser la déclaration Balfour, devant les troubles que vont susciter, qui va être suscité par les Arabes qui se trouvent en Palestine, Churchill décide en 1922 de prendre cette entité-là qu'on appelle la Palestine, qui allait de la Méditerranée jusqu'à l'Irak, de la scinder en deux, entre ce qu'on va appeler la Palestine, du Jourdain à la Méditerranée, et la Transjordanie, du Jourdain jusqu'à l'Irak. Et il exclut, et c'est ça la chose la plus importante, il exclut que la déclaration Balfour puisse s'appliquer à la Transjordanie. Désormais, elle ne s'appliquera que sur la Palestine mandataire, qui correspond en quelque sorte à ce qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël, plus le territoire de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et voilà en fait notre conflit qui est posé, puisque les Arabes, alors cette fois-ci uniquement de Palestine, n'entendent pas laisser faire. Ils vont aboutir, plus ou moins, en tout cas à partir de 1939, lorsque, après avoir garanti la liberté d'immigration juive en Palestine mandataire et la liberté d'acheter des terres dans ce même territoire, voilà qu'en 1939, la publication du Livre blanc, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et les Britanniques font un calcul politique très simple, les Juifs ne peuvent pas être s'allier à Hitler à cause de l'antisémitisme du régime nazi, donc ils seront forcément les alliés des Britanniques. En revanche, les Arabes peuvent très bien, au nom de l'hostilité à la présence britannique en Irak ou française au Liban et en Syrie, s'allier aux nazis. Et donc, pour essayer de réduire la tension, eh bien, ils vont accéder aux revendications des Arabes de Palestine et de la direction, notamment du Mufti de Jérusalem, en limitant l'immigration juive en Palestine durant le temps de la guerre et y compris en interdisant l'achat de terres dans la région. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, que se pose un problème humanitaire gravissime. C'est le fait qu'un demi-million environ de Juifs rescapés de la Shoah, contrairement aux Juifs de France, de Belgique, d'Italie ou des Pays-Bas qui reviennent chez eux à la fin de la guerre. Mais ce n'est pas le cas des Juifs de Pologne, ce n'est pas le cas des Juifs de Hongrie, d'Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dans des camps de transit, c'est l'affaire de l'Exodus pour le dire en un mot, et qui disent on a un oncle, un frère, tout ce qui nous reste de famille, ils sont allés en Palestine, ils ont eu la bonne idée d'aller en Palestine dans les années 1920 ou les années 1930, nous voulons les rejoindre. Nous ne voulons pas retourner en Pologne, nous ne pouvons pas retourner en Pologne, ni en Hongrie, ni ailleurs. Et les Britanniques, qui sont déjà dans une période de décolonisation, ils ont quitté l'Inde, ils ont quitté la Transjordanie, en 1947, abandonnent le dossier, disent à l'ONU de s'en charger, et l'ONU va préconiser un plan de partage de la Palestine en deux États, un État juif sur 55% du territoire, un État arabe de Palestine sur 45% du territoire. Ce plan va être soumis à l'Assemblée générale le 29 novembre 1947, 33 voix pour, 13 contre, 10 abstentions. Le principe d'un État juif a été accepté.
si ce n'est que les Arabes de Palestine entendent s'y opposer, n'entendent ne pas accepter, ne pas réaliser sur le terrain cette décision de l'ONU, et c'est le déclenchement de la première phase de la guerre d'indépendance, suivie le 14 mai lorsque les Britanniques décident de quitter le territoire unilatéralement, sans attendre de réaliser les deux États. C'est la proclamation par David Ben Gurion de l'État d'Israël, suivi le lendemain par l'invasion par l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Transjordanie et même l'Irak, quand bien même elle n'a pas de frontière commune avec Israël. Et c'est la deuxième phase de la guerre d'indépendance, remportée par Israël à l'issue de cette guerre, dans le printemps-été 1949, mais c'est déjà une autre histoire. Retour à la diplomatie, en 1948, proclamation donc unilatérale par David Ben Gurion de l'État d'Israël, et les États-Unis, les Soviétiques reconnaissent immédiatement l'État d'Israël. La France va prendre quelque temps encore, elle hésite, elle ne sait pas quelle sera l'issue des combats, et c'est en janvier 1949, une fois qu'on est à peu près assuré de la victoire d'Israël, il y a même des élections en janvier 1949, que la France reconnaît de facto la création de l'État d'Israël, proclamée en mai 1948, et c'est en mai 1949 qu'elle transforme cette déclaration de facto en déclaration de jure, et si ce n'est que dans le cadre du plan de partage, Jérusalem devait rester une ville internationale. En fait, l'ONU sait bien que si on confie Jérusalem à l'État juif, il n'y a pas de chance pour que les Arabes reconnaissent. Et si on confie Jérusalem à l'État arabe de Palestine, les Juifs y seront opposés. Et donc, ils décident d'en faire une ville internationale. En fait, les armes vont en décider autrement, puisque la ville va être divisée entre Jérusalem-Ouest, détenu par Israël, et Jérusalem-Est, détenu par les Jordaniens, par le royaume de Transjordanie, et Israël, néanmoins, le nouvel État d'Israël, la guerre terminée, décide de proclamer Jérusalem-Ouest capitale de l'État d'Israël. Et elle ne se sera pas reconnue, puisque la plupart des ambassades seront transférées à Tel Aviv, jusqu'à ce que l'histoire modifie un peu les choses, comme on l'a vu récemment avec la décision du président américain de rétablir ou d'établir l'ambassade d'Israël à Jérusalem-Ouest. Mais voilà, c'est le début d'une longue histoire. Mais en tout cas, à partir de 1949, l'État d'Israël devient un membre officiel des Nations Unies. Certes, elle n'a pas participé, elle n'a jamais été membre du Conseil de sécurité. Certes, elle a connu une tension, je dirais, en dents de scie avec l'Organisation des Nations Unies. Mais néanmoins, Israël, selon le vœu de Theodor Herzl, fait partie de la famille des nations.